trauma au dharma. Le podcast pour s'élever soi et ses prochains. Où développement personnel et spirituel devient social et politique. Et bienvenue dans un nouvel épisode du Trauma au Dharma. Je suis Coco, créatrice et fondatrice de Mystique Engagée. Je suis entrepreneur, enseignante et exploratrice spirituelle, coach et mentor spécialisée dans les traumas. Et aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce dont je vais vous parler. J'ai mille et une idées à la minute qui viennent. Il y a des liens qui se font, d'autres qui se font pas. Et j'ai l'impression d'être dans une phase d'intégration qui rend plus complexe l'élaboration intellectuelle et mentale, j'ai envie de dire, parce que je suis beaucoup plus dans le ressenti et dans la recalibration intérieure, corporelle en fait. Ce qui est tout à fait ok, hein. Mais j'ai quand même envie, en plus, à l'approche du portail énergétique du 8 août, et en plus dans la saison du lion, de faire mon pacha un peu. Et quand même de proposer d'aller chercher l'énergie Verseau quand même pour proposer une contribution dans ce podcast. Voilà. Je vais vous inviter, et je vais le faire pour moi aussi, à venir prendre 3 respirations conscientes, 3 respirations lentes et profondes, en venant précisément vous focaliser sur le ressenti corporel. Vous pouvez peut-être visualiser l'air qui rentre par les narines et qui traverse tout le corps vers le bas, jusqu'au plancher pelvien sur l'inspire, et sur l'expire, l'air remonter le long de la colonne vertébrale. Je sais que au départ, c'est pas la direction qui est la plus évidente, automatique, et en tout cas, moi ça m'apaise, donc j'ai envie de vous transmettre ça aussi. Donc vous pouvez vous installer confortablement. Et inspirez sur 5 temps. Le ventre se gonfle et à l'expire, le souffle remonte le long de la colonne vertébrale. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Juste d'être là, en fait, j'ai l'impression que ça suffit. J'ai l'impression... En fait, plus que l'impression, j'ai la conviction que ça fait le boulot, en fait. Que c'est ça le travail. Je vais peut-être vous parler du coup de comment je vis mon travail et comment mon entreprise, mon business vient soutenir ma vie, et en même temps comment mon entreprise est soutenue aussi par ma vie. Je vous parlais justement de l'énergie Lion-Verseau. Alors moi c'est un axe astrologique qui est très important dans... Bon, c'est un axe de toute façon qui est très important, mais comme les 5 autres, qui est assez important dans la façon dont je vais me positionner
dans ma tribu et dans mon tribu. La tribu avec un E et mon tribu juste avec un U. Ma contribution au monde en fait. Vous l'aurez deviné pour les adeptes, mon axe Verseau-Lion est l'axe fond du ciel, milieu du ciel. Et mon fond du ciel, il est habité en plus de Mars et Vénus en Verseau. Donc mon couple intérieur est, est engagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ma contribution, elle est plus souveraine, j'aurais envie de dire lyonesque, quoi. Et ce qui a pu expliquer notamment que j'ai été beaucoup attirée par le passé, et ça peut encore arriver par le prestige. Et par le prestige des professions. Alors ça, mon côté Verseau viendrait quand même contrebalancer parce que c'est aussi systémique au sens où beaucoup d'enfants issus de la première ou deuxième vague d'immigration, ce qui est mon cas, du coup je suis la première génération à être née en France. Il y a une forme de revanche en fait, particulièrement des peuples colonisés, ce qui était le cas du coup de mon père, puisque je suis kabyle du côté de mon père. Donc en plus je suis même pas juste algérienne, hein. Je suis la Corse de l'Algérie, quoi. Donc kabyle et, et française du coup du côté de ma mère. Et je crois même que du côté de ma mère, même si c'est un peu flou, il y a du côté, il y a un aspect un peu colon. Un peu, alors le bon mot c'est de dire pied noir, mais mais voilà, donc il y a ces deux énergies-là à l'intérieur de moi, cette polarité du colon et du colonisé qui cohabitent et qui m'ont créée en fait. Et, et j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, et donc le prestige. Et c'est assez connu, ça a été étudié notamment par des sociologues, mais c'est aussi repris par pas mal d'humoristes, que lorsqu'on est issu de l'immigration, il y a une forme de revanche, quoi. Il y a une forme de revanche, d'où d'où pour moi la nécessité de s'intéresser et de considérer l'aspect historique en fait de notre être, parce que ça veut dire de comment on se positionne, ça veut dire de nos valeurs, ça veut dire de nos principes, de nos manières d'être, de vivre, de sentir le monde. Et moi, depuis toute petite, j'ai eu besoin de justifier mon existence, en fait, sur ce territoire qui était la France. Et donc, il y a une forme de pression qui vient s'infuser dans tous les domaines de ma vie, et de façon hyper pernicieuse, d'être suffisante, quoi. Et en même temps, de pas faire trop de bruit. Voilà. Donc, c'est cette polarité permanente qui a fait que j'ai été attirée par deux par les deux comment professions prestigieuses, soit médecine, soit droit, quoi. Parce que c'est les deux, c'est encore dans l'opinion publique, c'est une forme de doxa, quoi, ouais, de, de vérité admise, que si on veut réussir, bah, on fait droit ou médecine, quoi. Donc évidemment, j'ai fait droit avec un père truand en plus. Ça n'a pas aidé mon côté rigide et mon côté perfectionniste, ça. Et puis, et j'ai été vraiment admirative en fait de ces professions, et surtout les professions universitaires, parce qu'en plus il y avait l'aspect intellectuel, quoi. Beaucoup moins les, pour les, je l'ai eu hein, aussi cette admiration, mais pour les professions plus pratiques, quoi, avocat ou magistrat ou juriste d'entreprise encore moins, quoi. C'est pas assez prestigieux ça, les gars. Voilà. Et, et jusqu'à ce que je sois renvoyée bah, par une extrême violence à ma propre appartenance sociale. Et
Et puis après, j'ai bifurqué du coup en sciences de l'éducation parce que là, pour le coup, je voulais revenir à mes origines et je voulais, devenir éducateur. J'avais été grande sœur de 4 petits frères, dont quelques-uns qui ont pas suivi le droit chemin, et d'une petite sœur aussi. Et, euh, et du coup, il y avait un aspect très guerrier en fait, en quête de justice dans mon parcours, jusqu'à ce que mon ostéo me demande et elle est où la justesse? Est-ce que tu voudrais devenir guerrière de la justesse? J'étais là, bah non. Et en fait, si, voilà. Ostéo qui fait toujours partie de mon chemin d'ailleurs. Et donc, après ça, j'ai voulu revenir à quelque chose de plus pratique, mais en fait, ça n'a pas voulu de moi, parce qu'on m'a tout de suite redirigée vers la recherche, et donc je suis arrivée en sciences de l'éducation pour faire une thèse sur les inégalités à l'université. Et il y a toujours eu ce prestige en fait de être maître de conférence, être docteur, doctorante, puis docteur, enseignante, etc. Et ça a toujours cohabité avec une... Je sais pas qui de l'œuf ou de la poule en fait a nourri la passion, mais en fait j'ai toujours exercé mes métiers, parce que je les ai exercés euh, que ce soit en cabinet d'avocat ou ensuite à l'université, avec beaucoup, beaucoup de passion, quoi. Et avec le cœur. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut associer à l'énergie du lion. Voilà. Et jusqu'à ce que mon dharma me ramène sur le droit chemin. Je sais pas s'il est très droit ce chemin, mais me ramène sur ce chemin justement de la justesse. Et, et donc, Mystique Engagée est née justement pour rallier en fait ce côté académique, ce côté un peu perché, ce côté Orient, Occident, ce côté ouais, ce côté spirituel et scientifique. Et je crois que particulièrement en ce moment, d'observer ces polarités, d'observer ce prisme-là, pas ce prisme, ce spectre, ce continuum-là, et de voir que la réalité se situe entre les deux, bah, et de le ressentir dans mes cellules, j'ai l'impression, de le ressentir en fait dans les manières dont je vais avoir de me lever le matin, de m'occuper de moi, quand personne ne regarde, euh, comment je vais entrer en contact avec les gens, comment je vais entrer en contact avec mon entreprise, ce que j'ai envie de transmettre, comment j'ai envie de servir, comment je m'occupe de moi. Tout ça, en fait, tous ces gestes du quotidien viennent me montrer que, en fait, la justesse, elle s'intègre, quoi. Elle s'incarne et elle se vit au jour le jour, et que peut-être que mon côté militant qui vient un peu bousculer les racines, hein, le fond du ciel, ça serait un peu les racines, et puis le milieu du ciel, les fruits, je sais plus de qui est cette métaphore. Mais du coup, en venant trifouiller là dans le compost euh, transgénérationnel, de revenir à la racine, au trauma, et notamment aux traumas familiaux, coloniaux, etc. En fait, ça
participe de l'élévation de cet arbre intérieur en fait, et de comment je m'ancre dans le monde. Voilà un peu pour ma position sur comment je considère en fait ma contribution au monde. Plus pragmatiquement, en fait, le fait de me laisser porter par cette intime conviction, parce que c'est pas de l'ordre de la croyance, hein, vraiment c'est de l'ordre de la certitude chez moi, quoi. Que si je suis en intégrité avec moi-même et que un message, un enseignement, quelque chose a besoin d'être dit, d'être transmis par mon biais, je ne remets pas en question le fait que ça a besoin d'être dit en fait. Alors avec le temps, je m'améliore sur la façon dont je vais interpréter, puisque ça j'en ai déjà parlé je crois, mais ce mythe de la neutralité pour moi, dans le spectre objectif subjectif là, dont je parlais dans un précédent épisode, ce mythe de la neutralité, il intervient que rarement, parce que déjà je suis la même personne dans Mystique Engagée ou dans ma vie en fait. Et d'ailleurs je crois que c'est l'une des choses que je préfère chez moi, c'est que j'ai toujours été la même, et en même temps quand j'essaye de dire la même ça sonne pas vraiment vrai. Donc parce que évidemment je vais pas parler de la même façon à ma boulangère qu'à mon ami ou qu'à mon filleul de 15 mois. Enfin, évidemment qu'il y a des ajustements, mais pour autant j'ai l'impression il y a quelque chose de coco, quoi. Mais de ma globalité aussi. Mais en fait, voilà, c'est ça. C'est que j'ai l'intime conviction que si moi je traverse quelque chose, en fait je pense que l'intime conviction elle tient au fait que tout est un. Je vous ai parlé de ce principe. Et que ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, etc. Et qu'on contribue tous, de par nos positionnements, etc., nos manières d'être, d'agir, de penser, d'aimer, de relationner, à une dynamique commune, bah en fait, si moi ça m'affecte, si moi ça vient me toucher, évidemment ça vient révéler ma propre historicité, et c'est là où se situe la subjectivité, et en même temps je fais le pari, sans savoir à l'avance, hein, mais il y a vraiment cette idée de risque, je fais le pari que ça a du sens pour les personnes qui seront amenées à entendre ce message. Et en fait, bah, je me fous la paix, quoi. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de plus fort dans l'union que dans la séparation et dans la polarisation, en fait. Ce qui me fait dire ça, c'est mon côté poisson. Donc vraiment où je fais partie du tout, etc. Le dernier signe du zodiaque qui englobe les 11 autres. La matrice, en fait, les eaux matricielles dans lesquelles je baigne, et dans lequel mon soi et en plus ma manière de penser, mon Mercure, et de rendre intelligible en fait ma pensée, baigne depuis toujours, ça a pu me poser des difficultés dans cette incarnation, dans ce monde-là, parce que j'avais confondu l'amour universel, le seul amour qui existe pour moi, l'amour avec un grand A, et les relations qui sont, elles, nécessairement conditionnelles parce que nécessairement entre des personnes ayant des limites personnelles. Je vous parle évidemment là de relations saines. Hein. Cette confusion entre l'amour universel et qui, à mon sens, dans le milieu de la spiritualité, nous fait subir beaucoup trop de choses.
et accepter des choses qui dépassent nos limites personnelles, parce que les relations entre personnes incarnées se doivent, et je l'emploie bien là en conscience, hein, ce mot, d'être conditionnées par notre compatibilité, et surtout c'est pas la compatibilité des êtres ou des âmes ou de ce que vous voulez, c'est la compatibilité de nos besoins et de nos façons de les satisfaire, et donc de nos valeurs, etc. Voilà, bref, je pourrais repartir sur un autre sujet. Un autre des principes qui est inhérent peut-être avec la foi, la dévotion, l'engagement, c'est la responsabilité en fait, la prise de responsabilité, et ça fait partie de mon engagement que de prendre en charge ma propre guérison. Et donc quand j'ai des réminiscences ou des réactions, quand je suis réactivée en fait dans mes traumas, ou que les effets de certains traumas continuent de perdurer et constituent des schémas répétitifs en fait, il m'appartient, et ça j'en ai jamais douté non plus, et ce qui me fait un peu chier d'ailleurs, qu'il m'appartenait de le prendre en charge. Et en fait, il y a une partie de moi qui voudrait occuper plus souvent la place de victime. Alors ça peut paraître hyper contradictoire, mais en fait, je trouve que c'est une position qui est hyper confortable. Alors, elle est confortable, oui et non, parce que en fait, comme j'ai l'impression que depuis que je suis née, en fait, ça fait un peu comme les enfants. Ah, moi, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Mais vraiment, depuis que je suis née, j'ai l'impression d'avoir eu à... comme je suis née dans un milieu... en anglais, on dirait adverse, où il y avait de l'adversité, un milieu violent, un milieu dangereux, un milieu traumatisé aussi, hein, clairement, sur plusieurs générations. Mais enfin, vraiment, ma famille, ils sont fucked up, quoi, si on le dit clairement. Donc comme je suis née, en plus en tant qu'aînée, dans une famille à dominante musulmane, les premiers dans les familles musulmanes, ils s'appellent Momo normalement, enfin Mohamed ou Mohamed, ou enfin voilà, c'est le premier messager, quoi. Moi c'est pas Momo, mais c'est Coco, quoi. Et en fait j'ai eu à porter ça pendant très longtemps, et je le porte encore dans une certaine mesure. Et donc du coup j'ai toujours ressenti de la jalousie pour les personnes qui avaient une position beaucoup plus confortable, parce que moi j'allais au front en fait, du coup, depuis toujours, quoi. Euh, et je suis celle qui adresse encore aujourd'hui les dysfonctionnements, et qui vient presque les révéler, quoi. Donc, alors là, j'ai une amie, une sœur en fait, qui est spécialisée dans le design humain, qui me dirait: mais c'est normal, Coco, t'es manifestor. Ouais, ben d'accord, mais, mais quand même, c'était dur, quoi. Et moi, en fait, j'aimerais bien faire ma victime parfois, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une appétence, parce qu'elle fait partie de me reconnaître en tant que victime, a fait partie et continue de faire partie de mon chemin de guérison. Et donc d'élévation. D'élévation au sens de m'élever, de me reparenter, et de devenir créatrice et leader de ma propre vie de façon alignée, quoi, et donc de rejoindre mon dharma. En fait, encore une fois, on retrouve la dualité, c'est-à-dire que c'est pour moi la position de victime telle que je la perçois aussi, parce que je la connais pas aussi bien que la posture de survivante que j'ai occupée pendant très 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 longtemps. Mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, comme je perçois, je la trouve confortable, mais terriblement inconfortable. Genre, moi, jamais de la vie, je voudrais ça. Et en même temps, je suis en train de vous dire que j'aimerais bien ça. Et ben, cette dualité, cette polarité, en fait, elle peut exister à l'intérieur de nous, en fait. Notre histoire traumatique fait partie de notre complexité, mais en fait, du simple fait d'être humaine, nous sommes complexes en fait. Nous sommes pris dans des réseaux de signifiance, comme dirait l'autre. On est pris dans
dans des toiles d'araignée de signification, de sens en fait. Et quel sens on va... Et une direction va donner sens à telle chose, et puis va nous rediriger vers ailleurs, et puis va venir peindre comme ça l'histoire de notre vie en fait. Et en fait, c'est terriblement complexe. Et je crois que de vouloir le faire entrer dans un seul mot, enfin, c'est presque la recette de l'échec, quoi, pour moi, en fait. C'est venir réduire notre majestuosité, comme dirait le lion. Et justement, je crois, je vais finir là-dessus, que notre souveraineté, notre puissance intérieure, elle tient au fait de pouvoir se mouvoir en fait là-dedans, de pouvoir un ostéo, un kiné, il va voir que l'énergie, enfin en tout cas que je suis pas sûre qu'il parle d'énergie, mais en tout cas que les mouvements puissent se faire dans tous les sens en fait. Et il va voir là où il y a des résistances, là où il y a des tensions, etc., pour revenir à une forme d'alignement en fait. Et ça, au niveau corporel, je trouve que au niveau spirituel, on a tout intérêt, et même au niveau intellectuel, à revenir à cette intégrité. Et tout ça sans enlever la complexité de toutes les phases qu'on traverse, de tous les cycles qu'on traverse, et de toutes ces étapes en fait. Tout est nous en fait. On est tout et tout est nous en fait. Il n'y a rien qui ne soit pas moi en fait. Et en même temps, rien n'est moi non plus. Vous voyez, ça existe en même temps quoi. Et c'est ça que je trouve fabuleux, et c'est ça que je trouve délicieux dans le fait d'accompagner ces âmes incarnées en fait, et dans ce désir d'alignement, dans ce désir de transmettre, dans ce désir d'être en fait, tout simplement d'être enfin soi quoi, juste dans notre entièreté, dans notre et ça déjà de se créer l'espace suffisamment sécurisant, confiant, collaboratif entre toutes les facettes de nous là, tous ces placements astrologiques, tous ces types énergétiques, tout ça, tous ces archétypes en référence aux cartes de tarot notamment, mais toutes ces façons qu'on a d'être, en fait, tout ça c'est nous quoi. Est-ce qu'on peut accueillir ça dans notre entièreté? Je l'espère en tout cas. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je fais le pari que ça a du sens, ce qui vient d'être déposé là. Et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez, et je vous y invite d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram @mystique.engagé avec 2 E. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast, et sur Apple Podcast maintenant à laisser un commentaire et une évaluation 5 étoiles pour continuer de diffuser ces savoirs sacrés, et pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à donner vie à cette vision de rendre le développement personnel et spirituel, social et politique. Au son, une création originale de la belle Nawel, déesse du banjo, épouse des idées, magicienne des sons et des mots, et sœur d'Astro Ombre et Paillettes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.